Odile, le podcast, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et Check First, avec Guillaume Custer et Nali Pailleux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce dernier épisode de cette série Odile, le podcast. Pour ce dernier épisode, nous avons le plaisir de recevoir Bertrand Levent, qui est chef du projet Lutte contre la désinformation à l'Organisation internationale de la francophonie. Bonjour Bertrand. Bonjour. Bonjour Bertrand. Alors Bertrand, aujourd'hui on va parler d'Odile. Odile, c'est la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. C'est le projet qu'on a créé ensemble avec l'Organisation internationale de la francophonie. La première question que j'ai envie de vous poser, parce que Bertrand, vous êtes responsable du projet lutte contre la désinformation à l'EIF, c'est quelle était l'idée derrière la création de cette plateforme ? Alors l'idée derrière la création de cette plateforme, elle est simple. C'est que l'Organisation internationale de la francophonie agit dans divers domaines, et notamment les domaines relatifs à la démocratie, à l'état de droit, aux droits de l'homme. Donc dans ce cadre-là, elle travaille sur les enjeux de liberté d'expression, de renforcement des médias, de régulation des médias, et je vous apprends rien, la question de la lutte contre la désinformation est devenue un enjeu mondial majeur sur lequel l'OIF a souhaité se pencher depuis plusieurs années, mais particulièrement avec la crise sanitaire. On a vu une résurgence ou une intensification des cas de désinformation qui avaient, là pour le coup, des conséquences sur des vies humaines. Donc, à la faveur de cette crise-là, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un besoin et que l'OIF devait pouvoir apporter son concours en matière de lutte contre la désinformation. Donc, on a effectivement pu soutenir au niveau local plusieurs initiatives, notamment de vérification des faits. Mais le constat que l'on a fait et qui nous a convaincu de lancer une plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, c'est qu'il y a un besoin de pouvoir valoriser d'abord les initiatives de lutte contre la désinformation qui existent dans l'espace francophone, de pouvoir informer tout acteur qui soit actif au niveau de la démocratie, de la société civile, des institutions, des médias, sur ce qui se fait dans l'espace francophone en matière de lutte contre la désinformation. Et puis tâcher, et ça c'est le travail de l'OIF, de pouvoir mettre en réseau, de fédérer l'ensemble de ces initiatives. On a choisi cette idée de lancer une plateforme, c'est aussi un constat que dans l'espace francophone, il n'existait pas, à moins qu'on ait ignoré d'autres initiatives du même genre, mais il n'existait pas en français un lieu, un espace, virtuel évidemment, où l'on pouvait se renseigner sur ce qui se faisait en matière de lutte contre la désinformation dans l'espace francophone. Ça existe dans l'espace anglophone, ça existe dans l'espace hispanophone, peut-être dans d'autres espaces linguistiques, on va dire, majeurs, mais ça n'existait pas dans l'espace francophone, et je pense que c'est le rôle d'une organisation comme celle de la francophonie, que de pouvoir démontrer que le monde francophone se mobilise, qu'il y a des initiatives intéressantes, des bonnes pratiques, des expériences qui peuvent être mutualisées pour renforcer justement on va dire la résilience du monde francophone face à la lutte contre la désinformation. Oui, il y a une mise en réseau plus d'une soixantaine d'initiatives qui existent aujourd'hui dans l'Odile. L'OIF a mis en place plusieurs projets pour les accompagner au-delà de la plateforme. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ces projets ? Absolument. Mais tout a commencé aussi en 2020, hein, quand on a été tous confinés et qu'on a constaté avec la crise sanitaire les désastres que pouvait faire la désinformation en matière de santé publique. On l'a vu au début sur la réalité du virus, puis aujourd'hui on le voit toujours avec les enjeux de campagne vaccinale. Donc il y a un véritable enjeu de santé publique derrière la désinformation en période de crise sanitaire. Donc on l'a fait de manière, on va dire, expérimentale dans un premier temps, en donnant un soutien, un appui, on va dire, d'urgence
en 2020 à plusieurs structures ou initiatives de vérification des faits. On en a appuyé une trentaine dans 20 pays francophones. Et donc, à la faveur de ça, l'appui de l'OIF à la lutte contre la désinformation est devenu un projet en soi, un projet phare de notre organisation. Et donc, parallèlement, comme vous l'avez dit, on a créé cette plateforme, mais on a aussi soutenu des projets, et notamment récemment, hein, un appel à projet qui s'est clôturé, un appel à projet de jumelage ou de partenariat entre initiatives francophones de lutte contre la désinformation. L'idée étant de pouvoir, dans l'esprit de ce que j'expliquais sur les plateformes, c'est une volonté de valoriser, de mettre en réseau, de fédérer, de pouvoir encourager la mise en commun de compétences, d'expériences, d'expertise entre des initiatives francophones de lutte contre la désinformation établies dans plusieurs pays de l'espace francophone. Oui, alors c'était dans un premier temps, il y a eu ce moment de panique globale où, il a fallu agir urgemment et c'était pas spécialement destiné à des initiatives de lutte contre la désinformation, mais c'était tous azimuts, si je me souviens bien. Ce que l'OIF avait fait au printemps 2020, c'était une plateforme solidarité Covid-19 où on allait, donner de l'argent pour aller aider des initiatives, par exemple de fabrication artisanale de respirateurs en Afrique, ce genre de choses et la désinformation était un des volets de ce projet-là. Et maintenant, il y a clairement une spécialisation, une allocation de moyens spécifiques au projet de lutte contre la désinformation. Mais au-delà du financement, ce que je trouve intéressant avec le projet, c'est qu'on veut justement dépasser, être simplement un organisme, enfin une banque qui distribue des chèques. On veut apporter aussi un support. Quel type de support Odile a vocation à fournir? Il y en a plusieurs. C'est évidemment un support informationnel déjà. Je crois que, notamment dans le cadre de l'appel à projet, des initiatives, l'appel à projet de partenariat entre initiatives francophones, ça a pu être une ressource, une sorte d'annuaire aussi pour des initiatives qui cherchaient à pouvoir se jumeler ou être en partenariat avec d'autres initiatives. Donc, même pour au-delà de cet appel à projet-là, je crois que pour certaines initiatives qui travaillent au quotidien à essayer de vérifier des faits, à démystifier des cas de désinformation, euh, et avec comment dire, des cas qui se présentent dans des pays auxquels ils n'ont pas forcément accès au contexte, à la langue, etc. Je pense aussi que c'est utile pour certains journalistes, vérificateurs, de pouvoir s'appuyer aussi sur des expertises reconnues locales. Là, ce matin, j'ai vu que euh, les observateurs de France 24 avaient démystifié une information sur un, voilà, un hélicoptère qui aurait été apparu au Mali. Ils l'ont fait en appui avec Bembere Verif, qui est une structure de vérification des faits au Mali, que nous avons appuyé. Donc voilà, c'est aussi ça que peut permettre une telle plateforme. Les autres appuis qui sont envisagés à travers cette plateforme, évidemment, c'est le renforcement de capacités, de compétences. Il y a une veille informationnelle qui est faite aussi sur l'actualité de la lutte contre la désinformation tous azimuts. Évidemment, on espère pouvoir aussi valoriser les expériences et les expertises dans une optique de formation, de renforcement de compétences à travers des webinaires. Ça, ce sera développé en 2022. Pour pouvoir, d'une part, valoriser les expertises là où elles sont et pouvoir les partager. C'est vraiment ça l'esprit de la coopération à l'OIF. Et puis voilà, renforcer aussi directement certaines initiatives. On le fait à travers l'appel à projet, mais ça peut se faire notamment par exemple en période électorale en amont pour pouvoir développer des projets spécifiques puisque voilà, le projet lutte contre la désinformation est rattaché à la direction des affaires politiques et de la gouvernance démocratique de l'OIF et nous avons un programme d'accompagnement des processus électoraux qui est assez conséquent. Ce recensement des acteurs vous a permis, j'imagine, de mieux les connaître, de vous rendre compte de la diversité, la variété des acteurs, que ce soit en termes d'action ou en termes de pays dans lequel ils se trouvent, de professionnalisation des initiatives.
Est-ce que ça vous a aidé à formuler des recommandations, à fournir des aides à ces initiatives-là? En tout cas, ça nous a, c'est certain, au moment où on a lancé les premières, la plateforme avec l'appui de Check First, l'optique était dans un premier temps, cartographier la lutte contre la désinformation et particulièrement la vérification des faits, parce que la lutte contre la désinformation n'est pas que la vérification des faits. J'imagine qu'on en dira un mot tout à l'heure. Euh, et de comprendre quelles sont les réalités, pas seulement euh, leur existence, parce que il y a des endroits où peut-être qu'il n'y a pas de vérification des faits, et c'est un enjeu parce que je pense qu'aucun pays dans le monde n'échappe au phénomène de désinformation. C'est aussi de comprendre des réalités qui sont diverses, des réalités en termes d'organisation, de structuration, d'existence légale, de moyens de travail, de personnel alloué, de ressources financières disponibles. Et donc ça nous a permis de constater qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient nées à la faveur de la crise sanitaire, donc ce qui démontre quand même une mobilisation, on va dire, de la société civile en général, et je comprends là-dedans aussi le secteur médiatique, le secteur de l'éducation média, euh, face à un enjeu majeur, mais que ces différentes initiatives il y a des écarts, on va dire, de structuration et de besoins différents. Et donc, parce que les réalités sont différentes, et donc, voilà, l'enjeu est de pouvoir faire monter faire monter ces initiatives à travers un appui et répondre à leurs besoins les plus précis possibles. Ça va évidemment par de la formation, du renforcement de compétences, d'expertise, parfois de l'appui financier aussi, de l'appui au renforcement des ressources humaines. Ça a été le cas aussi en matière d'achat de matériel, parce que voilà, on a besoin de matériel technique aussi, parfois simplement des ordinateurs, des téléphones portables, ce genre d'outils qui paraissent évidents, mais qui sont parfois compliqués dans certains pays lorsqu'on n'a pas les moyens de les acquérir. Donc oui, il y a beaucoup de diversité. Donc oui, ça nous a permis de comprendre, pour répondre à la question, une diversité de réalités. Ouais. On a fait le distinguo au début de ce podcast entre une pléthore d'actions, de fédérations, d'outils de mesure dans le monde anglophone et puis un relatif manque de ces mêmes outils dans l'espace francophone, ce qui a été une des raisons de la genèse aussi d'Odile et de l'action de l'EIF en faveur de la lutte contre la désinformation. Il y a toutefois un écueil dans lequel l'EIF n'a pas voulu tomber, enfin je ne sais pas d'ailleurs si c'est un écueil, mais très souvent dans le monde anglophone, on a des entités de labellisation, où en gros on dit vous travaillez bien ou pas. C'est pas quelque chose c'est pas un rôle qu'Odile remplit. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu aller dans cette direction-là? Je dirais que c'est vrai il y a une norme qui existe là pour le moment, que tout le monde connaît, qui est celle de l'IFCN, qui a un modèle économique propre, puisque au-delà, l'idée n'est pas de critiquer ou de remettre en cause, je pense que toutes les initiatives qui visent comment dire, à établir des standards en matière de lutte contre la désinformation, de fact-checking, enfin, de vérification des faits, pardon, sont utiles parce qu'elles mettent en exergue les besoins en termes déontologiques, éthiques, les besoins de la transparence du travail en matière de vérification des faits, en tout cas d'une série comment dire, de points d'attention à avoir lorsqu'on fait de la vérification des faits pour justement auprès du public, auprès de ceux qui ont accès à ce travail de vérification des faits, ils puissent donner toutes les garanties possibles pour. Donc, je pense que c'est un travail louable qui est fait à un niveau international aux États-Unis avec l'IFCN. J'ai vu que au niveau européen, il y avait quelque chose qui se mettait en place aussi pour standardiser. Je pense que ce sont des initiatives très intéressantes, mais qui s'inscrivent euh, dans des réalités, comment dire, dans des espaces plutôt homogène. Bon, l'IFCN a une vocation très internationale. Il commence évidemment comment dire, à labelliser énormément de structures de fact-checking, dont des francophones, et c'est très bien.
Je pense pas que ce soit le rôle de l'OIF que de rentrer, et c'est le cas pour la vérification des faits, mais c'est le cas par ailleurs. L'OIF et l'espace francophone, nous avons quelques normes qui sont établies à un niveau, on va dire politique, mais l'espace francophone n'est pas un espace économique intégré où on peut commencer à promouvoir des normes applicables. Je pense que l'idée de l'OIF est de valoriser tout ce qui se fait, de partager toutes ces bonnes pratiques, de faciliter, le cas échéant, lorsque c'est nécessaire, l'accès à une meilleure compréhension de ce qui se fait par ailleurs, notamment peut-être l'IFCN, parce que je crois qu'il y a une véritable appétence des vérificateurs francophones pour une labellisation, parce que derrière, il y a un modèle économique pour une rémunération, ce qui peut se comprendre. Après, développer une norme, je pense qu'il y en a beaucoup, et donc autant valoriser ce qui se fait déjà et travailler plutôt à la fédération, la mise en valeur, et puis chacun fait son chemin et s'inspire de bonnes pratiques pour développer ce qu'il pense nécessaire à son niveau. On l'a vu d'ailleurs, la lutte contre la désinformation passe en partie par la vérification des faits, mais on l'a vu dans ce podcast, on a eu la chance de recevoir des journalistes qui vérifiaient des faits, mais aussi des gens qui font de l'éducation aux médias, des personnes qui créent des outils, des personnes issues de la recherche, du monde universitaire. La lutte contre la désinformation passe par la diversité de ces acteurs-là et par, vous l'avez dit, le renforcement des compétences communes. Concrètement, comment on fait pour que ces gens-là arrivent à travailler ensemble pour lutter contre la désinformation ? C'est tout un enjeu, c'est un enjeu qui nécessite un plaidoyer, parce qu'on se rend bien compte que la désinformation est un phénomène très complexe, multidimensionnel, qui touche à des aspects à la fois évidemment démocratiques, médiatiques, mais aussi technologiques, juridiques, donc qui nécessite une approche multi-acteurs. C'est pourquoi le projet lutte contre la désinformation que nous développons depuis un an à l'OIF, nous avons voulu le développer dans 4 axes qui nous paraissent essentiels. C'est d'une part évidemment le renforcement de la vérification des faits et la mise en réseau, la valorisation des initiatives francophones de lutte contre la désinformation. Il y a tout un aspect, deuxième aspect qu'on voudrait développer, celui du renforcement des politiques publiques en matière de lutte contre la désinformation, parce qu'il y a derrière ça un enjeu de mise à niveau, sans doute, d'un arsenal de politiques publiques. Et lorsque je parle de politique publique, il s'agit évidemment des lois. On pense bien souvent aux lois relatives à la liberté d'expression, à la communication, etc., qui doivent pouvoir être mises à jour dans l'univers numérique actuel, ce qui n'est pas toujours le cas, et des lacunes peuvent être constatées. Mais c'est aussi le travail d'institutions qui ont une responsabilité sectorielle et des compétences sectorielles, et on peut penser évidemment aux autorités de régulation des médias qui traditionnellement s'occupaient de vérifier la mise en œuvre des lois au niveau des médias traditionnels, radio, télé, et tout l'enjeu est de voir comment développer la régulation et l'approche idoine vis-à-vis des nouveaux acteurs, qui sont plus si nouveaux que ça, hein, mais des acteurs du numérique et des plateformes du numérique. Il y a un grand débat là pour le moment au niveau européen, mais c'est un débat qui, au niveau des régulateurs, est là depuis longtemps. Mais c'est aussi la question de la protection des données personnelles aussi, parce que on se rend bien compte que la désinformation aussi s'appuie sur de l'utilisation illégale ou détournée parfois de données personnelles qui permettent le ciblage. Donc il y a un enjeu de renforcement des cadres juridiques en matière de protection des données personnelles. C'est aussi vu notre attention
sur la question des processus électoraux, le travail avec les organismes de gestion des élections qui ont un travail important d'encadrement des élections. Et donc, il doit y avoir aussi une sensibilité ou en tout cas une capacité renforcée de ces organisations, de ces institutions, de pouvoir appréhender la lutte contre la désinformation de manière spécifique dans leur secteur, mais aussi en collaborant, parce que voilà, il est nécessaire pour pouvoir appréhender en termes des institutions ou des politiques publiques, et c'est ce que nous pensons, de pouvoir permettre une coopération un peu plus renforcée entre diverses institutions. J'ai évoqué les autorités de protection des données personnelles, les autorités de régulation des médias, les organismes de gestion des élections, mais il y en a d'autres, et on voit que des initiatives dans l'espace francophone émergent sur des coopérations, des agences ad hoc qui sont créées et qui permettent de fédérer, d'avoir un espace d'échange, de coopération, de coordination entre divers niveaux de compétences institutionnelles. Donc ça, c'est un enjeu particulier, celui des politiques publiques. Le troisième axe est celui de l'éducation aux médias, vous l'avez évoqué. Je pense que toutes les vérifications des faits possibles, toutes les lois, l'amélioration des institutions, des cadres juridiques les plus performants ne seront jamais assez suffisants, à mon sens, pour lutter contre toute la désinformation, tous les désordres de l'information, si on pense ça au sens large, parce qu'il n'y a pas que la désinformation, il y a aussi la haine en ligne, le harcèlement, etc. Si l'on ne renforce pas la capacité de chaque citoyenne et citoyen d'avoir une certaine distance par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, du numérique en général, par rapport à l'information qui circule, et d'avoir un regard critique par rapport à cela. Et donc, l'éducation aux médias et, au numérique, et à l'information paraît très important. Et le premier rempart, je crois, c'est la responsabilisation de chacune et chacun sur les dangers de la désinformation, sur l'usage, les dangers de l'usage aussi de certaines plateformes. Donc cet aspect de renforcement de l'éducation aux médias et à l'information est un axe très important que nous souhaitons développer, que nous avons déjà développé à travers le lancement d'un CLOM, un cours en ligne ouvert et massif, pour ne pas dire un MOOC, de formation accessible à tout un chacun, mais qui permet surtout au public des médiateurs, c'est-à-dire des éducateurs, des gens qui travaillent en première ligne, notamment par exemple des bibliothécaires aussi, et de pouvoir déjà d'une part comprendre ce qu'est la désinformation, de comprendre aussi comment la réfuter, quels sont les mécanismes, très clairement de pouvoir détecter une désinformation, c'est important, et ensuite de pouvoir structurer, renforcer les projets d'éducation média qu'ils développent au niveau local. Donc il y a une première session qui a été lancée ici en novembre, qui s'est terminée récemment. Il y en a une deuxième qui se tiendra en février 2022. Et par la suite, nous aurons une attention à renforcer ces projets au niveau local pour leur donner sans doute un appui pour pouvoir développer cela, mais tout ça, ce sera en 2022. Et le dernier axe, c'est celui de la recherche. Je termine, j'étais un peu long, désolé. Parce qu'évidemment, la recherche est un aspect important de la lutte contre la désinformation. Comme je le disais, et comme vous l'avez souligné, la désinformation se déploie dans des contextes politiques et culturels différents, dans des langues parfois différentes aussi, et donc il paraît important de pouvoir renforcer les capacités des acteurs de la recherche, de l'enseignement au niveau local pour permettre justement de
de renforcer cette recherche et de comprendre sur quel ressort se base la désinformation au niveau local. Et donc c'est un aspect sur lequel on souhaite travailler également. Donc les 4 axes, renforcement de la vérification des faits et la mise en réseau des initiatives, ça c'est le premier. Le second, renforcement des politiques publiques et d'ailleurs on peut annoncer qu'on va bientôt lancer un portail des politiques publiques sur odile.org où on pourra consulter ce que chaque pays, met en œuvre pour lutter contre la désinformation, sur le plan réglementaire. Troisième axe, éducation aux médias avec notamment le lancement d'un club, qui est déjà disponible et puis le soutien à la recherche, pour mieux comprendre notamment la diffusion locale de la désinformation. C'est ambitieux, c'est beaucoup de choses. On l'a entendu dans le détail de ce que vous venez, dans le détail que vous venez de faire. Si on parle, et on a déjà commencé à le faire, de ce qui est sur le chemin pour Odile, on a entendu les mots formation, webinaire, ce portail des politiques publiques que je viens de mentionner. Si je comprends bien, l'idée c'est d'asseoir dans le paysage francophone cette entité. Quelle est la stratégie pour faire en sorte qu'Odile soit là, reconnaissable comme étant une communauté fiable? Comment on peut la définir d'ailleurs? Plateforme, communauté, entité? Pour moi, oui, c'est une plateforme d'information et de valorisation, une plateforme de ressources qui se veut la plus neutre possible. C'est un objectif très important, cette neutralité, où chacun pourra partager ou aller chercher l'information qu'il estime nécessaire dans le domaine de la vérification des faits, sur les politiques publiques aussi. Et donc, ce développement-là, il est voulu dans une perspective. Voilà, toutes les initiatives, il y en a une soixantaine, je pense, maintenant. Cette plateforme, elle est ouverte à tous les acteurs, à toutes les initiatives francophones de lutte contre la désinformation. Et donc, elle a vocation à embrasser toutes les initiatives qui, de près ou de loin, ont vocation à lutter contre la désinformation. Donc, voilà, il y a une ambition holistique de cette plateforme à justement essayer de couvrir au maximum et de la façon la plus neutre et la plus exhaustive possible ce qui se fait dans l'espace francophone en matière de lutte contre la désinformation et ce qui se fait aussi de mieux ou de plus utile pour renforcer chacune des initiatives qui peuvent exister ou qui veulent naître dans l'espace francophone. Parce que comme on le soulignait, il y a des contextes dans lesquels voilà, ça reste parfois balbutiant malgré le courage, le talent et comment dire, l'engagement de beaucoup d'acteurs, mais tout ça a vocation parfois à être renforcé, structuré davantage avec l'appui d'expériences et d'expertise qui existent déjà et qui auraient pu être reconnues, valorisées sur une telle plateforme. Donc, est-ce que c'est l'émergence d'une communauté d'une certaine manière, oui, parce que l'enjeu est pour l'OIF est de mobiliser au maximum tous les acteurs pertinents qui peuvent apporter leur concours en matière de lutte contre la désinformation. On en a cité quelques-uns et ils recouvrent les 4 axes qu'on a cités tout à l'heure. Évidemment, le secteur des médias et de la vérification des faits, des acteurs institutionnels au sens large, les acteurs de la société civile aussi au sens large qui œuvrent notamment en matière d'éducation aux médias, mais pas seulement, et puis les acteurs de la recherche. Nous pensons qu'en fédérant au maximum ces acteurs-là, tant au niveau local que dans une coopération plus internationale, à un moment donné, il y aura une prise de conscience un peu plus importante de l'urgence de travailler ensemble pour lutter contre la désinformation, mais aussi avoir des résultats qui nous paraissent plus inclusifs et gage de meilleure
comment dire, de meilleurs résultats ou de meilleure efficacité, efficience quand on prend justement ce côté multidimensionnel euh, de la complexité des phénomènes de désinformation. Donc, travailler sur de la collaboration, sur l'inclusion d'autres initiatives. J'imagine que c'est donc au cœur des enjeux pour 2022, qui finalement 2022 est dans quelques jours au moment où ce podcast sera publié. Mhm. La question qu'on se pose aussi, après avoir vécu pendant 2 ans dans cette période de pandémie mondiale où on enregistre tout à distance, est-ce que finalement, est-ce qu'il est prévu que les gens arrivent à se voir en vrai? Ce serait bien, mais bon, même si ça fait 2 ans qu'on est tous à distance, on voit très bien qu'on doit rester très prudent et que rien n'est gagné dans vis-à-vis de la crise sanitaire et que nous devons rester prudents. Donc on espère pouvoir à un moment donné, en tout cas, valoriser, fédérer tous ces acteurs-là euh, d'une manière ou d'une autre. Si ça se fait virtuellement, évidemment, on souhaiterait qu'à un moment donné, tout cela puisse se faire physiquement, mais c'est, je pense, beaucoup trop tôt pour pouvoir annoncer quelque chose là-dessus. On l'espère, hein, on l'espère. Nous avons lancé un appel à projet de partenariat. On a soutenu 6 projets de partenariat qui mobilisent 17 initiatives dans une dizaine de pays francophones. Nous avons reçu de très bons surtout projets. Et voilà, c'est le résultat de ces projets de partenariat aura vocation à être valorisé aussi pour voilà, dupliquer, disséminer tous les résultats qui pourraient être utiles à inspirer, renforcer les initiatives au niveau d'autres pays. Donc voilà, nous verrons au moment opportun si nous pourrons rassembler, mais on espère qu'un jour, voilà, on pourra rassembler tous celles et ceux qui, dans les différents pays francophones sur les 5 continents, travaillent au quotidien à lutter contre la désinformation en français, mais pas seulement. Voilà, je pense ce serait un bel événement pour créer la communauté dont vous avez parlé, mais il est beaucoup trop tôt pour en parler maintenant. Odile, on l'a compris, est là pour informer, pour former, mettre à disposition des ressources, faire en sorte que les différents acteurs puissent profiter de l'expérience des uns et des autres et pas répéter les mêmes erreurs, par exemple, gagner du temps, quelle que soit leur taille, quel que soit leur domaine d'activité dans la lutte contre la désinformation. Et tout ça en français, dans l'espace francophone qui, on le Absolument. rappelle, est représenté sur l'ensemble de la net, puisque l'OIF, c'est 88 États et gouvernements qui soient membres ou observateurs. Donc ça fait, mine de rien, beaucoup de monde qui parle cette langue encore, dans un monde qui est sino-américano, anglo, hispano. On ne sait pas trop où l'arrêter, mais on a l'impression d'être un peu perdu, mais ça reste une langue très forte et qui a besoin de soutien. Et Odile, en tout cas, a l'ambition d'être une sorte de vecteur pour accélérer la lutte contre la désinformation en français, avec au passage aussi les contenus en langue vernaculaire pour certains. C'est un enjeu très important, ça. Ouais, puisque le français reste dans certains pays la langue des élites ou des classes moyennes supérieures et pas forcément aussi bien apprise dans les couches les plus exposées peut-être à la désinformation ou en tout cas où le risque est le plus important d'une dissémination de la désinformation. Donc ce travail-là existe également, même s'il peut être transposé du français ou ça peut aller dans les deux sens d'ailleurs, on peut s'enrichir mutuellement sur les travaux qui sont effectués. Merci Bertrand Levent d'avoir participé à ce dernier épisode de la saison 1 de Deal le podcast. On se donne rendez-vous en 2022 pour des développements et parce que vous entendrez parler de Deal encore. Un seul point d'entrée pour le moment, odil.org, odil.org, qui est l'endroit où vous pourrez savoir quelles sont les actions de Deal et accéder à l'ensemble des ressources. On n'a pas parlé non plus de toutes les ressources qui sont mises à disposition des initiatives, comme par exemple une messagerie encryptée, sécurisée pour l'ensemble des initiatives, pour permettre et accélérer cette collaboration, mais ça fait partie aussi des outils mis à disposition parmi d'autres. Un grand merci Bertrand. Merci à vous. Merci beaucoup.
Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile, le podcast, dans tous vos lecteurs. Et le site de l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, c'est odil.org, odil.org. Et sur Twitter, @ODIL plateforme.